Les gars, première update lecture que je lis en langue originale et déjà la première chose que je peux vous dire c'est que peut-être ne faites pas ça dans le sens où le texte est magnifique quand il est vraiment écrit en prose, c'est très poétique, c'est très lyrique. En revanche, elle utilise ce qu'on pourrait appeler du slang ou un vocabulaire, une forme d'expression qui est très familière où elle retranscrit par l'écriture la prononciation des Noirs américains de l'époque, donc c'est début des années 1900, début du XXe siècle, juste après la fin de l'esclavagisme. Et du coup, ça rend les dialogues très compliqués à lire. Ça me prend beaucoup plus de temps que prévu. Parce que c'est un livre de 200 pages et du coup, normalement, je sais que ça devrait me prendre entre 4 à 6 heures. Et en fait, là, je pense que ça va me prendre beaucoup plus longtemps parce que justement, j'ai besoin de m'habituer. Par exemple, le I de je est écrit A-H, ha, parce que c'est la façon dont il le prononce ici. Au-delà de ça, donc, magnifique introduction. Les 2 premiers paragraphes sont probablement parmi les 2 premiers paragraphes les plus beaux que j'ai lus. C'est ce qu'on appelle un aphorisme, je ne sais pas ce que c'est, donc je vous mets la définition. Et l'idée, c'est qu'on a une observation des envies des hommes qui seraient des rêves qu'ils voient comme l'horizon et dont ils se détournent parce qu'ils abandonnent et parce que le temps fait son travail. Mais pour les femmes, c'est différent. Quand elles voient quelque chose, elles vont agir dessus et mettre en place un plan. Et nous, ce qu'on suit, ça va être l'histoire d'une femme dont on ne connaît pas le prénom. Je crois qu'on le connaît à la fin. Elle s'appelle Janie. Et c'est très étrange parce qu'en fait, on a du mal au début à comprendre ce qui se passe, mais c'est très bien fait. C'est-à-dire que elle arrive à créer une tension dans l'histoire. On comprend qu'il y a des rapports de force entre les bossman, les personnages que nous, on va suivre. Donc, on comprend, enfin, moi, je comprends que les bossman, ce sont les anciens esclavagistes ou alors, dans leur époque, les blancs qui sont quand même en rapport de domination par rapport à eux malgré la fin de l'esclavagisme. On est quand même dans une Amérique, ségrégationniste. C'est expliqué, enfin, c'est dit avec un tel lyrisme, mais vraiment, j'adore. Ça fait super longtemps que j'ai pas lu un livre lyrique, et donc ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Bref, et donc, on comprend qu'on est dans cette Amérique-là, et on comprend aussi que le personnage qu'on suit, donc Janie, est une femme de pouvoir au sein de sa communauté. Pourquoi? Pour qui? Je ne sais pas trop. Mais vraiment, on sent qu'elle est au-dessus des gens, il la regarde en la critiquant, en s'intéressant beaucoup à sa vie, en disant ce qu'elle doit faire ou pas. Et du coup, je me suis fait une petite note parce qu'il y a plusieurs sujets qui m'ont marqué. Juste, là voilà, le premier chapitre fait 10 pages, 9 si on est exact, et il y a déjà beaucoup de thèmes. Donc, déjà, je vois que c'est une écrivaine qui est à la fois capable d'une prose absolument incroyable, comme je vous le disais, mais aussi d'une écriture très proche de la réalité où elle arrive à retranscrire un accent, une prononciation, et du coup à donner du corps aux personnages en leur insufflant une personnalité très précise, en leur donnant un caractère et aussi une identité locale. Voilà, ils viennent du Orange County, ils viennent de Floride, et ça se sent dans leur accent. De plus, ils sont noirs américains, et ça se sent dans leur façon de parler. Et c'est assez impressionnant de voir qu'elle arrive à jongler entre les deux. Moi, j'avoue que pour l'instant, entre les paragraphes qui sont écrits par la narratrice et les paragraphes qui sont parlés, il y a beaucoup de dialogue, je trouve, et c'est un peu difficile pour l'instant pour mon cerveau de s'accommoder, de faire le changement entre les deux, mais c'est hyper intéressant. Je note quand même que ça aurait été beaucoup plus simple pour moi de le lire en français. Oui, pareil, alors dans les rapports de domination, ce que je vous disais, on sent très fort les rapports de domination, que ce soit entre les anciens maîtres et les anciens esclaves, donc nouvellement libérés. C'est quand même, je crois pas que ce soit cette génération-là qui a été esclavagisée. Je crois que c'est vraiment la génération d'avant. Et elle le fait d'une façon que je trouve magnifique, mais je vais peut-être pas dire ça pendant tout le livre parce qu'on va se perdre. Mais par exemple, elle écrit que le soleil s'est couché, les bosses sont partis et leur peau se sentait puissante et humaine à nouveau. Donc là, on sent quand même la puissance du rapport de domination qui existait entre les deux. Ensuite, elle construit très bien la communauté, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on se trouve, on ne sait pas qui est présent, mais on sent donc les différents rapports qui existent, mais aussi la volonté de créer du lien ou de l'entretenir. Notamment, il y a une femme qui s'appelle Phoebe qui est prise au milieu d'une conversation, on va juger cette Janie, et elle va leur dire, enfin elle va écouter, mais elle va leur dire, déjà elle va le défendre,
Et donc on comprend qu'elle est amie avec elle. Et après, elle va voir cette Janie et en fait elle commence à avoir une conversation qui va lancer d'ailleurs toute l'histoire puisqu'elle lui explique que Tea-Cake is gone. Et Tea-Cake, on ne sait pas qui c'est à part que c'est un homme, potentiellement le mec de Janie, et qu'il est parti, et ça a l'air dramatique. Donc, suspense. On sait aussi qu'elles sont amies depuis 20 ans, donc ça veut dire que c'est une amitié qui a duré depuis longtemps, donc que c'est des personnages qui sont plutôt âgés, on s'entend, hein, une quarantaine, cinquantaine d'années, ou alors qu'elles se sont rencontrées très jeunes dans leur vie. Et alors ça, pareil. Ah oui, non, en fait, on sait quel âge elle a, puisque il y a un jugement très fort qui est émis sur Janie, parce que c'est une femme qui a des longs cheveux riches, qui lui arrivent en dessous des fesses, qu'elle attache dans une tresse, bon, magnifique, quoi. Et elle a plus de 40 ans, et tout le monde dit qu'elle devrait pas s'habiller en salopette, elle devrait porter une robe à fleurs, elle devrait s'attacher les cheveux, etc. Et ça m'intrigue parce que du coup, je me demande à quel point le fait que ce soit une femme de 40 ans dans cette histoire va être important. Je suis désolée, je me suis fait piquer par un moustique. C'est l'heure du dîner pour tout le monde apparemment. Et après, mais alors là, j'ai pas trop compris, il y a quand même une critique des membres du village qui ont l'air d'aller dans une église, mais de pas être très chrétiens dans leur façon d'être, puisqu'ils critiquent énormément Janie. Donc voilà, mais je me demande si ça vient de là, donc le titre Leurs yeux regardaient Dieu, ou si pas du tout, parce que ça a été évoqué, mais j'ai pas senti un truc particulier. Bon, on verra. Mais en tout cas, je trouve ça fou parce que voilà, en 10 pages, elle a posé la scène, je suis intriguée, j'ai envie de lire et j'y vais, du coup. Ok, donc là c'est le moment où je dois faire des updates cryptiques pour vous donner envie ou pas de lire le livre tout en ne vous racontant pas l'histoire. Il faut que je choisisse les bons mots. On se demandait qui était Tea-Cake, je ne sais toujours pas qui est Tea-Cake, mais si je trouve ce surnom ridicule, clairement. Thé, enfin gâteau pour le thé, biscuit quoi. Bref. On est revenu en arrière dans la vie de Janie pour essayer de, enfin pas pour essayer de comprendre, mais pour comprendre qui elle est, qui est sa famille. Et là, pour le coup, on parle vraiment de transmission intergénérationnelle de traumas, des traumas assez graves, des traumas très lourds. Et on arrive aussi à comprendre pourquoi elle a une chevelure aussi longue et aussi luisante, etc. C'est qu'il semblerait qu'elle soit métisse, voire carteronne, pas fan du terme. Voilà, mais bon, c'est le terme. Du coup, contrairement à moi, elle a des cheveux qui poussent. Voilà. Ses cheveux, j'ai l'impression, vont être assez importants dans l'histoire parce que je vois que ça compte parce qu'on en parle dans chaque chapitre. J'ai l'impression que c'est un peu un fil rouge qui va nous suivre tout au long de l'histoire et peut-être nous donner des informations sur sa condition, sur comment elle se sent. Mais ce que je tiens à dire, c'est que là, donc on l'a su, elle est très jeune, elle a à peine 17 ans. On va lui forcer la main, on va la forcer à se marier parce qu'on pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour elle. Mais ça s'explique justement par les traumatismes générationnels qui sont présents dans sa famille. Et c'est un sujet que je trouve assez fascinant de voir à quel point, en pensant parfois sauver des gens, en leur proposant, parce que nous on a eu des traumatismes et qu'on est responsable de cette personne, que ce soit notre enfant, notre petit-enfant, notre nièce, neveu, etc. On pense donner des conseils qui vont servir à quelque chose parce que on a vécu un trauma et qu'on veut lui éviter. Et en fait, potentiellement, on va le pousser dans les mains d'un autre traumatisme parce que c'est pas sa vie, en fait. Là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle perd son agentivité. Et elle perd son agentivité très vite. Son agentivité, c'est le fait d'être responsable de soi-même, le fait d'être responsable de ses décisions. Elle la perd donc très vite. Elle la perd aussi parce qu'elle fait confiance à la personne qui la pousse à faire un certain choix. Et c'est là où je deviens cryptique. Donc, si ça vous intéresse, lisez-le. Mais encore une fois, je trouve que l'écrivaine a énormément de dons pour l'écriture parce qu'elle réussit à nous intriguer, à la fois sans trop en dire pourquoi les choses sont comme ça,
Et elle a des citations qui sont tellement fortes. Il y en a une qui m'a fait penser à Beloved de Toni Morrison. Si vous connaissez l'histoire de Beloved dans Toni Morrison, c'est une femme qui est esclave, qui va tomber enceinte et qui va faire un choix absolument terrible pour sauver sa fille, d'une certaine façon. Et la grand-mère, et à un moment, il est écrit « Elle n'est pas morte, car je le sens dans mes émotions, mais parfois, j'aimerais savoir qu'elle est en repos. » Et c'est tellement fort, je pense, de dire ce genre de choses quand on voit le contexte du livre et quand on imagine un peu la souffrance qu'endure cette personne qui dit cette chose. En fait, c'est ça. Il y a plein de petites phrases où je me dis « Oh, mon Dieu !» Quelques citations assez pépites qui continuent à imbiber le livre. Et là, on est arrivé à un tournant. Et en fait, je vois que l'écriture, quand même, m'accroche beaucoup. Donc, il est probable que j'oublie de vous faire une update. Parce que on est là aussi pour le plaisir. Et de toute façon, je ne peux pas trop en dire. Puisque son rêve n'a pas fonctionné, elle est devenue une femme. Ce que je trouve assez intéressant parce que ça veut quand même dire que dans la tête de l'écrivaine, on ne peut devenir femme que lorsqu'on a souffert. C'est triste. Vous imaginez quand même ce que ça veut dire de l'époque. Donc, pour info, il est écrit, là, en présentation, que Zora Neale Hurston est née en 1891, elle est morte en 1960, et elle a grandi à Eatonville, donc c'est là où va se passer l'histoire, j'imagine, parce que ça ressemble beaucoup à sa vie, je me demande même si c'est pas inspiré de sa vie, dans une des premières villes noires américaines. Et je me dis que quand même pour écrire ce genre de phrase, il faut avoir beaucoup souffert et il faut avoir vu beaucoup de femmes souffrir pour se dire que c'est une condition sine qua non de la féminité. Pour finir sur une touche un peu joyeuse, quoi. En fait, c'est terrible, je trouve, parce que le livre est très touchant dans le sens où on a vraiment l'impression de suivre l'effondrement de l'enfance et l'entrée à l'âge adulte. Et j'espère que si vous l'avez vécu, c'est dans une moindre mesure. C'est-à-dire que l'âge adulte, c'est quand même compliqué. C'est quelque chose qui se navigue, j'ai l'impression, toute sa vie. On a un peu l'impression d'être des enfants parfois, alors que on est des adultes responsables. Et là, j'ai l'impression de voir un peu cette chute avant de pouvoir remonter. J'espère qu'elle remontera rapidement et qu'elle va pas souffrir comme ça à ce point. Parce que là, c'est quand même dur. C'est quand même dur. Mais alors, pour le coup, pour replacer ça dans son contexte, parce que ça nous fait voyager donc dans les États-Unis ségrégationnistes du début du XXe siècle. Mais en fait, ça se voit même pas parce que dans ce livre, les blancs sont évoqués, mais ils ne sont pas présents, puisque là, c'est vraiment l'histoire de cette femme, et puisqu'il y a la ségrégation, bah, ils sont séparés. En revanche, je pense que ça va... On voit quand même... En revanche, on voit quand même un monde qui s'ouvre, on voit quand même de nouvelles possibilités, on voit quand même des choses qui se construisent, en fait. Il y a comme un monde parallèle qui va se développer, mais c'est assez étrange, je trouve, en tant que Française, de se dire que c'est fermé, quoi. En fait, j'ai beaucoup de mal avec les nations qui ont vraiment créé une ségrégation, qui ont créé une apartheid comme en Afrique du Sud. Quand on voit ce que ça donne aujourd'hui, on se dit quand même que c'est très compliqué. Mais du coup, ça donne exactement ce genre de livre. En fait, aux États-Unis, ils ont vraiment une culture noire américaine, une culture blanche américaine. Et je trouve ça tellement bizarre. Enfin, c'est-à-dire, les gars, vous êtes sur le même territoire. Et à un moment, parlez-vous, quoi. Et encore à cette époque, je comprends parce qu'elle est encore dans la ségrégation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on en voit encore des traces qui m'étonneront toujours, je pense, et j'espère que le jour où ça ne m'étonnera plus, c'est peut-être qu'il y aura un problème. Mais pour revenir au sujet de notre livre, cette personnage, je la trouve assez intéressante parce que très complexe. Déjà dans le premier chapitre, donc quand je vous ai fait ma première update, je me suis dit waouh, c'est dingue. Elle a 40 ans. Déjà, j'adore les personnages un peu plus âgés, un peu plus sereins, un peu plus affirmés dans leur vie. Mais comment est-ce qu'elle en est arrivée là? Donc là, je suis contente qu'on voit un peu le process pour en arriver à ces 40 ans, de cette femme absolument magnifique avec cette chevelure de princesse. De voir à quel point elle a commencé très naïve, presque feignante aussi sur certains aspects, feignante dans le sens où je trouve que peut-être que c'est les rôles qui étaient donnés à la femme à l'époque, mais elle est vraiment dans ce truc de moi je suis à la cuisine, toi t'es au champ et basta mia. Il y a pas de traverse pas les rôles quoi. Même si potentiellement l'homme en face aurait besoin d'aide puisqu'ils ne sont que deux. Et après, je trouve ça aussi assez fascinant parce que d'une manière très détournée, il parle de sexualité. Je trouve ça assez agréable que ce soit pas en plein dans notre visage comme ça, que ce soit explicité et que tout le monde comprenne sans que ce soit forcément hyper graphique. Mais on voit aussi, du coup, les rapports de genre sont
extrêmement présent dans le livre, forcément, puis c'était début du XXe siècle, donc entre-temps, il s'est quand même passé des choses. Merci mesdames qui se sont battues. Et c'est vrai que il y a ce truc du rapport de force dans le couple. Donc le mec sert de protecteur et à la fois la femme de nourricière. Il y a peut-être ce truc de famille qui va arriver à un moment, je sais pas si elle va avoir des enfants ou pas. Et puis il y a cette partie très charnelle du couple, hein, qui est un des piliers du couple quand même, qui est assez intéressant puisque dans la situation dans laquelle elle se trouve, c'est compliqué. En fait, le fait d'être mari et femme n'est pas suffisant au fait de se désirer, au fait de vouloir construire quelque chose ensemble. Et surtout, on voit que parce que c'est un mariage qui a été forcé, et surtout on voit que au-delà du fait qu'il y a un contrat tacite et que évidemment tous les mariages n'étaient pas des mariages d'amour pendant très longtemps dans toutes les cultures, dans toutes les époques, ça reste pas suffisant pour elle en tout cas. Elle sent que elle ça n'est pas suffisant, elle a envie de plus, elle n'a pas envie de quelqu'un juste pour la protéger, elle a envie de frissonner quoi. Et il y a d'autres personnages, j'imagine, qui vont se mêler dans cette histoire puisque ça ne peut pas n'être que ça sa vie. Mais et puis on a eu des petits indices, donc voilà. Mais c'est assez fascinant de voir à la fois donc l'aspect social de cette communauté qui reste entre elles, des liens parentaux, mais aussi des liens au sein du couple, comment ils s'envisagent, comment ils se parlent, comment les relations évoluent, et quels sont les différents travaux, quels sont les différents rôles qui sont assignés à la femme, à l'homme, et puis peut-être aux personnes qui vont graviter autour d'eux. Donc très curieuse. J'avoue que c'est marrant parce que donc le livre me donnait très envie, mais je l'ai acheté il y a un an et demi, et j'ai complètement oublié de quoi ça parle. Du coup, je suis très curieuse de voir comment est-ce que ça va évoluer. J'ai pas l'impression que ce soit une histoire, j'ai l'impression que c'est une étude de personnage, presque un roman d'apprentissage, de la voir comme ça à 17 ans, et on sent qu'elle va grandir au fur et à mesure de l'histoire, puisque au début, dans le premier chapitre, elle a 40 ans et elle dit qu'elle va raconter quelque chose. Mais comment est-ce que ça va évoluer, comment est-ce que ça va être construit ? Je ne sais pas, en tout cas, je passe un très bon moment et je suis trop contente du coup d'ouvrir ce projet avec ce livre. Je trouve ça trop chouette. Allons continuer la lecture. En fait, je crois que je vais vous faire une update parce que j'ai plus envie de lâcher le livre. Ça s'est un peu transformé en romance. J'ai peur de pleurer et je vais pas me filmer en pleurant. Là, j'ai bien avancé. J'en suis à la page 130 sur 200. Vraiment, c'est un livre qui se lit très bien. Je pense encore mieux en français, vraiment. Je pense que je l'aurais déjà fini si je le lisais en français. Meilleure soirée. Vous voyez, je le lis en une journée en fait. Là, on est sur un 24 heures de lecture quasiment. Que vous dire, il s'est passé beaucoup de choses, mais surtout, je vous avais laissé au moment où elle se disait qu'en fait, elle avait souffert et donc ça devenait une femme. Malheureusement, elle ne va pas arrêter de souffrir, mais c'est très subtil et c'est pas des grandes souffrances comme on peut avoir dans certains livres. Si vous me connaissez, là je suis en train de penser à Middle Daughter, qui est pour toujours le livre le plus dur que j'ai lu jusqu'à présent. En fait, c'est une souffrance qui l'empêche d'être elle-même. Et j'avais raison, il y a vraiment une idée du cheveu qui se libère et qui s'oppresse. C'est tellement mignon. À un moment, elle est avec quelqu'un qui la force à mettre un foulard dans ses cheveux pour protéger ses cheveux, pour ne pas qu'on les voie, pour qu'elle soit moins désirable parce que jalousie. À un autre moment, on a une scène vraiment où quelqu'un va prendre soin de ses cheveux, va j'allais dire les bénir, mais parce qu'en fait, ça ressemble presque à ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'amour dans ce geste, c'est tellement délicat, et c'est que quelques lignes dans le livre, mais tout le livre est construit comme ça. C'est des petites phrases, c'est des petites attentions, mais qui changent tout, ou c'est des petites désattentions. C'est des phrases qui sont pernicieuses, qui sont lancées, ou c'est vraiment des compliments adorables. Et en fait, je trouve que notre personnage principal reste assez naïve au cours du livre, mais c'est peut-être ce qui lui donne sa profondeur, c'est-à-dire qu'elle est candide, et peut-être que vous connaissez des gens comme ça dans votre entourage qui croient toujours dans le bon, qui veulent toujours voir le bon côté des choses, et en fait c'est tellement beau de les voir traverser la vie parfois parce qu'on se dit mais c'est vous qui avez raison, faut pas être négatif, faut pas, je dis vous, en fait je fais partie de ces gens quand même la plupart du temps, mais c'est assez beau en fait de voir la vie comme ça et de se dire que on part du principe que tout est positif parce que potentiellement il y a des déconvenus et ça peut être douloureux et oui on perd des gens, mais quand ça fonctionne c'est tellement beau. Et là en fait parce que ça se transforme en romance, je suis
comme quand je lisais Orgueil et Préjugés, je suis à fond. Enfin, je pense que vous m'avez vu sourire. Je me mords les ongles et je trouve ça tellement beau l'amour, quoi. Enfin, vraiment, je suis un bébé là-dessus, mais ultra romantique. Et ça me fait du bien, en fait, de lire un livre comme ça. Mais en fait, ce qui m'inquiète, c'est que, ok, ultra romantique et tout, mais le livre est introduit pour dire que ça s'est pas bien fini, donc c'est pour ça que j'ai peur de pleurer, et c'est pour ça que je vais vous laisser, et je vais lire, et probablement qu'on en reparlera demain matin si je le finis, ou dans la semaine, je vous donnerai des updates lecture, puisque c'est un vlog lecture. Mais ouais, c'est vraiment chouette. Et après, par contre, sur le côté un peu plus historique, sur le côté ségrégation, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on parle pas du tout de la ségrégation, et moi ça me va très bien comme ça. Par contre, on voit l'impact des gens et on voit à quel point ces personnes qui ont été oppressées pendant des générations gardent une espèce de position comme ça, de tête dans les épaules, un peu renfrognée, où ils s'empêchent de faire des choses. Et il y a un personnage qui est très intéressant là-dedans, forcément masculin, qui lui est très dynamique, il a vraiment envie de faire bouger les choses, mais il va prendre les choses en main et en faisant ça, il va faire perdre de la qualité à certaines de ses relations. Et elle l'écrit très bien en fait. Et en fait, Zora Neale Hurston l'écrit très bien puisqu'elle dit à un moment que quand on rentre dans une histoire, quand on rentre dans une relation, on ne sait même pas de quoi on va être capable, que ce soit en bien ou en mal. Et là, c'est vraiment, il y a des deux, et c'est vrai qu'il influence beaucoup les gens, mais à un moment, il y a une phrase qui m'a pas mal marquée, où il y a une personne qui est dans la ville et qui dit que c'est étrange de voir quelqu'un de la même couleur de peau que soi faire des choses que nous serions interdites. Et c'est là où, en fait, la représentation et le fait d'avoir des précurseurs est hyper important. C'est tellement bien écrit, en fait, les gars, vraiment, je suis un peu... ça me fait du bien parce que là, j'avais l'impression que j'en avais un peu marre de lire, que je tombais sur des livres qui étaient pas bien écrits, pas assez lyriques pour moi. J'avais du mal à m'accrocher aux personnages ou à me retrouver entre eux dans une certaine ou à me retrouver en eux dans une certaine mesure. Et là, le fait que ce soit une femme, qu'elle cherche à s'affirmer, qu'elle cherche un peu qui elle est, et je trouve que c'est un peu l'histoire d'une vie, donc forcément, étant une femme qui cherche un peu à savoir qui elle est, c'est aussi l'histoire de ma vie, mais c'est l'histoire de tout le monde, et je pense que tout le monde peut se retrouver là-dedans, et c'est tellement plein d'erreurs et plein de méchanceté et en même temps de bonté, il y a de la vraie amitié, puis il y a de la curiosité malsaine, il y a de l'envie, il y a de la jalousie, et à la fois il y a de l'amour, il y a de la candeur, il y a de l'apprentissage, enfin c'est tellement... Waouh quoi, la vie en 200 pages, et je trouve ça dingue que des livres comme ça, qui soient tout petits, soient aussi riches et aussi bien écrits. J'adore, enfin je passe un trop bon moment, mais du coup le fait de filmer gâche un peu le moment, donc je vous dis bye bye et on se retrouve un peu plus tard. C'est trop bien. Point d'update, il y a un nouveau personnage qui a fait son apparition que je trouve très intéressant, et notamment dans le contexte des États-Unis. En fait, ils avaient ce qu'on appelle la One Drop Rule, qui dit que si on a une goutte de sang noir, on n'a pas accès à tous les endroits qui sont donnés aux blancs. Et il y a une femme qui, à cause de ça, qui a tous les traits d'une personne blanche, et donc qui pourrait, théoriquement, avoir tous les privilèges d'une personne blanche, et du coup, on peut comprendre qu'elle soit frustrée, la petite dame. Mais au lieu d'être frustrée par l'environnement dans lequel elle est frustrée par les noirs, qui sont bruyants, qui rigolent, qui dansent, qu'elle trouve insupportables. Et en fait, c'est intéressant pour traiter à la fois du racisme internalisé, qui fait qu'elle va détester aussi tout ce qui est noir chez elle, et donc elle est ravie de mettre en avant le fait qu'elle soit très proche d'une personne blanche. Elle va aussi choisir ses relations en fonction des personnes qui lui ressemblent à elle, et donc notre personnage, comme je vous l'ai dit, qui est clair de peau, puisque métissée de 2 fois, avec des personnes plus claires de peau, et ressemble à une personne blanche, voilà. Bon, tout ça, moi je suis pas très à l'aise avec tous ces discours. Pour dire qu'il y a ce personnage qui est arrivé et que je trouve ça intéressant, et du coup, bon, tous les autres noirs vont la détester. Mais voilà, et encore une fois, pour moi, on va dans des extrêmes. Oui, cette femme a des propos qui sont tout à fait absurdes, tout à fait dégueux, hein, si on veut le dire comme ça. Mais est-ce qu'on a besoin d'aller tuer son business, etc. Je ne pense pas. Voilà, je n'aime pas la violence. Ça m'énerve. Donc, comportement totalement répréhensible que je déteste.
Et ensuite, ce que je tiens à dire, c'est que ce livre est extrêmement misogyne, insupportable de lire ce qui se passe dans ce livre, les discours que certains hommes peuvent avoir sur leur femme, contrôle-la assez bien, tu l'as frappée et ça se voit, et elle a même pas répliqué, j'en suis sûre, toi t'as trop de chance, moi ma femme, parce qu'elle est plus noire, encore une fois, colorisme, elle, si je la frappe, elle me frappe, wow! Donc non, 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 non. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai jamais compris quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège. Je me souviens, les filles, elles étaient là, ah, moi j'aime pas les gars gentils. Pourquoi? Ça me dépasse. Vraiment, ça, c'est hors champ pour moi. Complètement hors champ. Donc là, en fait, le problème, c'est que comme il y a que ça qui se passe dans le livre, parce que forcément il est jaloux, blablabla, ça m'énerve. Donc j'ai pas envie de continuer le livre, alors qu'il me reste genre 60 pages, 50 pages. Donc il faut que je me motive, il me reste à peu près 1 heure de lecture, peut-être un petit peu plus. Voilà. Et je vais vous faire une update après, quand ce sera terminé. Mais du coup, je ne pense pas pleurer, parce que je suis trop énervée en fait. Voilà! Je crois qu'on va la faire comme ça parce qu'en fait, je suis bloquée dans ma voiture et j'attends du renfort. Donc, j'ai commencé ce vlog en disant que j'allais vous parler des livres, de Leurs yeux regardaient Dieu, de Zora Hurston. Je l'ai fini. C'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup appréciée a posteriori. J'avoue que la fin, avec la violence intraconjugale, en fait, ça. C'est pas la violence, c'est tout. Ça m'a vraiment dérangée et je vois que j'ai des biais en fait qui m'empêchent d'apprécier la littérature d'une autre époque, donc je trouve ça hyper intéressant de m'en rendre compte et de pouvoir travailler dessus pour essayer d'aller chercher plus loin dans ce qui est important dans le livre. Et ici, c'est cette histoire de communauté, mais aussi la question du colorisme, la question de trouver sa place. En fait, c'est vraiment ça, je pense, dont parle le livre, de trouver sa place, de trouver des gens, des maris, des compagnons qui font qu'on se sent bien comme on est, qu'on ne se sente pas suffisante. Et ça, pour le coup, c'était très bien présenté, et du coup, ça rend l'histoire un peu triste. Mais bon, j'ai pas pleuré alors que je m'attendais vraiment à pleurer. J'ai lu Les Prophètes de Robert Junior Jones, il me semble, qui est un livre qui parle d'une histoire d'amour entre 2 hommes, Isaiah et Samuel, et franchement, match in heaven. Ils sont trop mignons tous les deux, ils sont adorables, il y a une tendresse, à la fois une protection, et à la fois ils se cachent parce que c'est quand même pas accepté du tout sur la plantation sur laquelle ils sont, car oui, ce sont des esclaves. Et je voulais vous faire un point d'étape dans cette lecture, mais j'ai fini le livre. Donc c'est un livre qui m'a quand même pris pas mal de temps à lire puisque j'étais intéressée, mais à la fin, je n'arrivais plus à suivre le truc. Bref, ce qui m'a plu, c'est que à travers tous les personnages qui sont présentés, qui sont donc des esclaves qui sont sur la ferme qui s'appelle Empty, ça n'est pas de très bon augure, une ferme sur laquelle on va avoir des esclaves qui vont soit trouver des mécanismes de protection, donc c'est un peu une étude psychologique des personnages sur comment passer au-dessus du trauma, ou en tout cas comment survivre au trauma. Mon préféré, et je peux le dire parce que c'est au tout début dans les premiers chapitres, mon préféré, enfin je sais pas si c'est mon préféré, mais le plus original que j'ai lu et qui m'a quand même fait doucement sourire, bien qu'il soit complètement horrible, ok, c'est une des esclaves qui est une des esclaves de maison, et du coup qui sert aussi de nourrice, donc quand ils ont des enfants, c'est elle qui leur donne à manger, et ben elle les empoisonne. Mais c'est sa rébellion à elle, c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour survivre à ça, et franchement, quelque part, je peux comprendre, et donc elle les empoisonne. Mais elle dit pas beaucoup, juste un peu, sauf les enfants, où là elle met du poison autour de son sein, et il y en a certains qui meurent de ça. Donc c'est une meurtrière quoi, c'est un truc de fou. Je sais pas si c'est basé sur des faits réels ou pas, mais en tout cas, s'il y a un livre d'histoire qui en parle, je serais extrêmement curieuse, parce que j'adore tout ce qui est poison, médecine, meurtre. Je suis folle en fait, et du coup j'ai trouvé ça absolument intriguant, donc à creuser.
Je le note. Et bref, et au cours de cette histoire, on va voir comment la religion, donc chrétienne, est utilisée par le propriétaire de la ferme grâce à un autre esclave qui s'appelle Adam, un truc comme ça, qui est fou amoureux d'une autre esclave qui va se faire violer par le gars de la ferme. C'est vraiment un livre de malade, hein, qui va se faire violer donc par le mec de la ferme parce qu'il veut les utiliser pour se reproduire, parce qu'il veut éviter de racheter des esclaves. Hein. C'est vraiment, on a l'impression qu'on parle de bétail, ça m'a mis extrêmement mal à l'aise, évidemment. Et après, par contre, on va dans un truc, un délire. Dans l'histoire, ça finit en apothéose, waouh, vraiment waouh. En revanche, je dois dire que j'ai pas trop aimé l'écriture, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage parce que même si les 10 premières pages, j'ai lâché une larme, franchement, vous l'avez vu sur la vidéo, j'ai vraiment lâché une larme, j'étais là waouh, c'est hyper émouvant, ça promet et tout, et en fait, à la fin, j'étais totalement déconnectée des personnages. Je trouvais que le livre était pas très lisible, pas question de vocabulaire, pas parce que mon niveau d'anglais n'était pas suffisant et tout, mais juste parce que vraiment, j'arrive pas à comprendre là où il veut nous emmener, du coup, je m'attache pas aux personnages, je passe pas assez de temps avec eux, bien que le livre soit long, donc pas une énorme recommandation, mais j'aimerais bien creuser cette histoire d'empoisonnement quand même. Et après ça, j'ai lu un autre livre, mais alors là, encore désolée, je l'ai lu sans vous mais c'était trop bien. Imaginez, je suis dans ma chambre, je vais peut-être faire une petite recréation. Je suis dans ma chambre, en train de lire. J'ai du jazz en fond parce que c'est l'histoire d'un jazzman qui s'appelle Bolden, qui fait de la super musique. Alors moi qui suis pas du tout touchée par le jazz normalement, là j'ai adoré, je trouvais qu'il y avait un rythme, une joie presque, et c'est très drôle parce que le personnage qui nous est présenté est extrêmement perdu. On est dans un triangle amoureux, c'est une histoire vraie, hein. On est dans un triangle amoureux de ce jazzman qui en fait va vivre un peu avec sa femme, puis après avec son amante, et on le voit qui tombe dans la folie, et on va apprendre qu'il est dans un hôpital après. C'est un livre qui est construit de façon très étrange, parce qu'on ne sait pas trop ce qui est de la fiction, de la réalité, ou alors si le livre entier est basé sur des faits réels. Mais écoutez, c'était une soirée incroyable. Il me manquait juste un petit verre de whisky, si jamais j'aime le whisky. Mais vraiment, whisky, jazz, mon lit, mon livre, waouh, soirée incroyable. Donc voilà. Et là, je suis en train de lire un livre qui est incroyable. Alors là, je suis trop contente de l'avoir acheté parce que j'hésite à chaque fois à acheter des livres d'histoire, et je devrais le faire tellement plus souvent, surtout quand c'est écrit comme ça. Donc, je suis en train de lire Mutinous Woman de Joan DeJean, qui est une américaine spécialisée dans l'histoire française et l'histoire des Français aux États-Unis, j'ai l'impression. Et alors, je sais pas si vous vous en souvenez, mais pour les 1000 pages, pour mes 1000 abonnés qu'on a fait l'année dernière, et là, on fait les 2000 pages, enfin, les 2000 abonnés, j'avais lu La Louisiane, écrite par Julia Maille, il me semble, qui est une Française et qui parle donc des femmes de la Salpêtrière qu'on a envoyées à la Louisiane, en Louisiane, qu'on a envoyées aux États-Unis en Louisiane pour créer une colonie, clairement, et pour qu'elles se reproduisent car elles étaient jeunes. Et en fait, ce livre, qui est incroyable vraiment, mais il n'est pas traduit en français, donc je suis dégoûtée. Ce livre parle exactement de la même chose, mais il parle pas uniquement des filles de la Salpêtrière, il parle de toutes les femmes qui ont été envoyées en Louisiane, et pas uniquement pour la peupler, mais pour se débarrasser de ces vagabonds et de ces femmes de peu de loi qui peuplaient Paris à l'époque. Donc c'est hyper intéressant parce qu'elle explique le contexte économique qui a poussé les gens à investir dans la Louisiane, qui ont vite gagné beaucoup d'argent, puis perdu beaucoup d'argent parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait ils ne gagnaient pas d'argent, car la Louisiane, franchement, c'est un enfer. Ils n'arrivaient pas à s'en sortir et à la développer parce que bayou, parce que moustique, parce que maladie dont ils n'ont jamais entendu parler. Rappelons que c'est un climat tropical là-bas, hein. C'est pas parce que c'est les États-Unis que c'est un climat tempéré. Donc en France, on ne connaissait pas. Et ces femmes doivent s'installer. Et en fait, elle explique comment la police a organisé des rafles et a menti sur les dossiers des femmes pour pouvoir réussir à les envoyer, parce qu'à l'époque, il fallait absolument aller coloniser la Louisiane. Donc c'est fascinant. Et là, j'en suis au moment où elles sont arrivées sur place. Il y en a certaines qui ont réussi à se faire un nom et qui ont acheté des lieux historiques de la Louisiane avec l'argent qu'elles ont réussi à se faire. Donc elles sont passées de rejetées de la société prostituée à propriétaires terriennes qui ont fondé des dynasties qui existent encore aujourd'hui, ce que je trouve
ouf. Mais ce qui est vraiment fou, c'est que Joanne Dejean écrit tellement bien que je lis ce livre comme si c'était pas du tout un livre d'histoire, mais comme si c'était une fiction. Donc c'est hyper agréable. Ça me fait un peu penser à Amin Maalouf, qui est très bon aussi là-dedans. Et elle n'hésite pas à revenir et à faire des liens et à bien expliquer ce qui se passe, qui est responsable de quoi, les noms. Et elle va jusqu'au bout de l'histoire des personnages. Elle a vraiment été chercher dans les archives de Paris pour réussir à faire un medley et à nous le rendre de façon très claire et concise. Enfin vraiment, je suis fan. Je passe un trop bon moment. It's time for the bilan! Et la conclusion de ce vlog dans lequel on aura quand même lu 6 bouquins. Gros projet. Donc, je voulais en lire 11. Il me restera les aventures d'Huckleberry Finn. Je sais plus de quoi ça parle, mais en gros, on suit les aventures de Huckleberry Finn, qui est ce petit garçon. Et en fait, je veux le lire parce que je veux lire James de Percival Everett, qui est sorti en 2025 ou 2024, je ne sais plus, qui est la même histoire écrite du point de vue de l'esclave, apparemment, qui est à l'intérieur. Il me restera également L'Abyssin de Jean-Christophe Ruffin, qui raconte un Abyssin, donc un Éthiopien qui a été envoyé en Europe, il me semble, dans des circonstances pas très sympas, mais c'est basé sur une histoire vraie, comme souvent avec Christophe Ruffin, et du coup, j'ai très envie de le voir. Ça va aller aussi dans ce rapport de force en termes de couleur de peau. Il y a évidemment les 2 derniers qui sont de Toni Morrison, Song of Solomon, je ne sais pas de quoi ça parle, je ne veux pas savoir de quoi ça parle, et A Mercy, pareil. Donc ce sera peut-être pour un second vlog. En attendant, je dois vous parler d'un coup de cœur absolu, qui est celui de Machinist Woman, donc que j'ai lu, que j'ai fini et que j'ai adoré. Mais adoré. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut créer un livre historique aussi palpitant. La façon que John Dejean a de raconter l'histoire est absolument fabuleuse, alors qu'il y a des répétitions, elles ont toutes le même prénom, donc c'est difficile de les identifier. C'est quand même ça pourrait être juste une liste d'archives, mais elle a tellement mis de cœur et ça lui tenait tellement à cœur, désolé pour la répétition, de représenter ces femmes et de montrer à quel point elles avaient permis de lancer en fait quand même la Louisiane, et qu'aujourd'hui encore il y avait des marques de leur réussite, que c'était absolument fabuleux. J'ai adoré. Malheureusement, il n'est pas traduit en français. J'ai cherché pour vous parce que je voulais absolument vous le recommander. Si vous lisez l'anglais, je vous en supplie, saisissez-vous de ce bouquin. Enfin, j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Peut-être testez-le sur Apple Book, Notebook ou whatever, mais testez-le pour voir si ça vous plaît. Mais moi, j'ai trouvé que vraiment l'écriture était superbe. Il me semble, il y a des illustrations, il y a des cartes, il y a des images d'archives, il y a toutes les références à la fin du livre de ce qui lui a permis de recréer justement cette histoire et cette chronologie. J'ai trouvé ça absolument fascinant. Vous avez vu ces réflexes? J'ai trouvé ça absolument fascinant de suivre l'histoire de la France en partie avec ce boom économique complètement artificiel, cette bulle de la Louisiane qui a permis d'envoyer ces gens en Louisiane. Permis, je sais pas si on peut dire ça, mais bon, vous savez, c'est un peu comme dans la vie, hein, les choses arrivent, une fois que c'est fait, il faut faire avec, et franchement, elles s'en sont quand même super bien sorties. De voir la difficulté de se développer en Louisiane, franchement, donc j'y suis allée, c'est vraiment le même climat qu'en Afrique, donc ça m'a fait mourir de rire parce que moustique, devait y avoir plein de choléra, et en fait à un moment elle racontait toutes les horreurs qui s'étaient passées en Louisiane et les difficultés qu'ils avaient rencontrées pour s'installer, et je me disais mais en fait c'est les 7 plaies d'Égypte ce truc, les gars ils auraient dû fuir, c'était un signe biblique pour leur dire non quoi. C'était l'enfer sur Terre. Tout le monde mourait. Je pense que la moyenne d'âge, enfin la durée de vie sur place, ça devait être genre 35 ans, 40 pour les hommes, enfin pour les femmes, et pour les hommes, ouais, 25. Enfin, ils mouraient, mais plus vite que les pains que je mets au four et que j'oublie, quoi. Carbonisés, les gars. Donc c'était à la fois impressionnant, marrant, plein d'instructions, émouvant, franchement, et ça m'a tellement plus plu que la Louisiane de Julia May, alors que c'est la même histoire, mais et que normalement un livre d'histoire c'est quand même un petit peu plus ennuyeux que un roman, mais alors là, chapeau l'artiste. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir fait ce petit vlog. Je pense que c'était une super idée de lire par thème, parce qu'en fait c'est comme ça que mon cerveau réfléchit. J'avoue que j'aurais bien aimé vous mettre ceux-là aussi dedans, déjà pour les faire sortir de ma pile à lire, mais aussi parce qu'ils ont l'air hyper intéressants.
mais ça nous donnera l'occasion de faire un épisode 2 et peut-être que j'aurai pas le nez bouché cette fois-ci, donc ce sera beaucoup plus agréable à écouter pour vous. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez chopé des recommandations. Si vous en avez, bien sûr, mettez-les en barre d'infos. Je cherche du qualitatif, hein. C'est fini les trucs un peu moyens, je veux du beau, du grandiose, du waouh. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!